Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'équipe Mercato, votre rendez-vous quotidien où on parle évidemment de l'actualité des transferts. Programme chargé une nouvelle fois avec la défaite du Paris Saint-Germain, le cas Neymar toujours un peu plus prégnant. On va en parler tout au long de cette émission, notamment on ne parlera pas que du Paris Saint-Germain avec Gilles Favard. Bonjour Gilles. Comment ça va? Ça va très bien et vous? On va parler de Neymar. Il est probable qu'on parle de Neymar c'est une surprise. Assez rapidement. C'est une surprise. Anthony Clément, bonjour. Bonjour Bertrand. Vous suivez notamment l'AS Monaco pour le journal de l'équipe et on va parler de Monaco, donc votre présence. Bon match samedi. Comme à chaque fois, nous fait très plaisir. Oui, effectivement, ils étaient à 2 doigts de l'emporter. Grégory Hacher, bonsoir. Bonsoir Bertrand Latour, c'est la vraie émission? Là, c'est la vraie émission. Quel plaisir d'être dirigé par vous, c'est la première fois que ça m'arrive, quelque part ça m'émeut. Quel plaisir de vous diriger. Ben, merci beaucoup. Vous êtes bien bronzé en tout cas. Oui, je suis rentré il y a quelques heures, pour vous. Vous étiez où? Non, c'est compliqué. Dites bonjour à Arnaud. Ah, pourquoi c'est une destination indécente? Caché. Je peux pas le dire. Arnaud de Philippier de France Football, bonjour Arnaud. Mon cher Bertrand, les amis, bonjour. France Football paraît demain le guide de la Liga et pas que. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le journal Arnaud? Plein de choses, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour l'Athletic Bilbao qui nous a ouvert les portes et qui nous a montré un petit peu son monde à lui. Franchement, c'est une plongée bien agréable. Eh bien, on le conseille à tous les téléspectateurs de l'équipe Mercato. À la une donc de cette édition, le Paris Saint-Germain, je le disais en introduction, le feuilleton Neymar plombe-t-il le début de saison du Paris Saint-Germain? C'est la question qu'on va se poser dans un court instant. L'Olympique de Marseille également qui va mal. L'OM a-t-il besoin de Valentin Rongier, le joueur du FC Nantes courtisé par l'Olympique de Marseille? On va également parler de Alphonse Areola à Paris. Son avenir au PSG est-il en danger après sa prestation compliquée hier du côté de Rennes? Et faut-il être très inquiet pour l'AS Monaco? Monaco qui est dernier du championnat après 2 journées. Allez, sans plus tarder, c'est le buzz du jour. Pour ceux à qui ça aurait échappé, le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir. C'était sur la pelouse de Rennes. La défaite 2-1 pour les hommes de Thomas Tuchel. Pourtant, ça avait bien commencé pour le Paris Saint-Germain avec cette bévue de Damien Da Silva et c'est Edinson Cavani qui en profite à la 44e. Le centre d'Amari Traoré. Contrôle de Mbaye qui pivote. Un but partout. Areola ne peut rien faire là-dessus. Et le deuxième but, il est inscrit par Romain Del Castillo sur un centre de l'épatant Eduardo Camavinga, âgé de 16 ans. Qui a été décisif donc pour son équipe. Le Paris Saint-Germain donc en difficulté. Neymar toujours absent évidemment. Est-ce que Neymar manque à cette équipe? Plombe-t-il le début de saison du Paris Saint-Germain? La question a été posée hier soir à Thomas Tuchel. On l'écoute. Il était absent dans le Super Cup contre Rennes, il était absent contre Nîmes. Et voilà, on manque maintenant les résultats. Et ok, toutes les questions sont là, mais c'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas une surprise que cette match-là est un match serré dans cette phase de la saison et c'est difficile de trouver des espaces, mais on a manqué l'accélération, on a manqué le timing. On a manqué de timing, indique Thomas Tuchel. La question que je vous pose, messieurs, est-ce que le feuilleton Neymar plombe le début de sasaison du Paris Saint-Germain? Oui, non, réponse rapide. Et ensuite, on en discute tous ensemble. Je commence avec Arnaud. Si c'est vrai, il y a un gros problème quand même. Donc c'est plutôt oui. Oui. Non, ça ne doit pas. Donc non, il ne plombe pas. Bah, si ça plombe, c'est qu'il y a un problème. Ok, d'accord. C'est complexe. Non, mais voilà un homme simpliste. Grégory. Je ne sais pas si c'est un compliment. Ça. Non, c'est une insulte. Oui, mais ça ne devrait pas. Il y a des gens qui vont faire simple ou pas? Moi, je sais plus trop où j'en suis. Moi, je voulais dire non, mais du coup, je doute un peu. Non, donc c'est non. Ouais, c'est un vrai non. Franc et massif ou pas? Franc et massif. Ok, très bien. Je me demande si c'est ça qu'on demande en fait. Gilles Favard. Oui. Oui. Ben voilà, l'aile gauche du plateau est disciplinée. Et on va commencer par. Il y a les disciplinés et les indisciplinés. Oui, c'est ça. Exactement. On les connaît, les C'est bien la première fois que vous êtes discipliné, Gilles Favard. Non, pourquoi est-ce que vous avez répondu non? Neymar n'a rien à voir là-dedans. C'est une évidence que ça perturbe l'environnement et qu'on parle que de ça, mais après je pense que ça serait une erreur que de faire de Neymar la raison principale d'une défaite à Rennes, parce que le PSG n'a pas besoin de Neymar pour gagner à Rennes ou pour avoir un bon résultat. Le PSG a appris
ces derniers mois à jouer sans Neymar. Et le PSG a plutôt été victime hier de défauts qu'on a déjà vus et qui sont totalement indépendants du Brésilien. Enfin, le manque de caractère à l'extérieur, ce schéma tactique un peu bizarre employé par Tourelle, alors que on peut imaginer que le PSG n'a pas besoin de s'adapter comme ça à l'adversaire en Ligue 1. Ça, ce sont des vraies raisons qui expliquent la défaite et ça va au-delà du cas de Neymar. Alors, il est évident que Neymar aurait aidé les Parisiens à s'en sortir parce que ils ont souvent tendance à s'appuyer sur les exploits individuels quand ça va pas, mais après, ça peut pas être le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas à Paris et ce serait une erreur que de pointer sa seule absence comme raison de la défaite. Gilles Favard, vous avez une position diamétralement opposée à celle de Anthony. Pourquoi ? Bah oui, parce que quand vous avez un joueur de la trempe de Neymar dans votre effectif et que vous ne savez pas s'il va revenir ou pas et que le feuilleton dure depuis maintenant 6 mois, alors il y a un truc où je ne suis pas du tout d'accord avec Anthony, c'est que les 4 derniers mois du Paris Saint-Germain, je veux bien qu'on revoie les résultats sans Neymar, sont catastrophiques. Donc, je pense que la défaite contre Manchester pèse plus lourd que l'absence de Neymar dans cette. Anthony n'a pas l'habitude de faire des émissions avec moi. En général, on me coupe pas la parole. Faudrait peut-être que. Mais il a bien raison et je l'encourage. Je l'encourage même. Quand j'entends des trucs complètement absurdes, je suis obligé d'intervenir. Gilles, vous pouvez finir. Alors si c'est absurde de perdre des matchs pendant 3 mois quand Neymar n'est pas là, c'est qu'on ne regarde pas du football. Remarque qu'il vaut mieux regarder Monaco. Ce qu'il a fait l'année dernière, il a vu énormément de victoires. Il doit confondre les victoires, les trucs, mais comme il confond les gauchers et les droitiers au football, donc on va vraiment parler football. Donc le problème de Neymar, il est très simple. Il n'est pas là depuis 5 mois. Il a beaucoup d'amis dans le vestiaire en plus, comme tout le monde le sait. Donc ça fait que parler que de ça. Donc arrivé un moment, effectivement, ça crée des problèmes, ça crée des scissions, ça crée des tensions, et c'est pas simple pour personne. Mais donc tant qu'on ne sera pas le 3 septembre, on ne saura pas si Neymar est là ou pas là. Et le Paris Saint-Germain, on peut en parler sur d'autres points qui pour moi ont fait un mercato pas flambant, contrairement à ce qu'on veut bien me dire. J'ai bien peur pour eux qu'ils aient une saison compliquée si Neymar s'en va. On peut s'attarder justement sur les statistiques du Paris Saint-Germain avec et sans Neymar, justement, pour essayer peut-être de départager Gilles et Anthony. Avec Neymar, 28 matchs, 20 victoires, 3 buts marqués de moyenne. Et sans 27 matchs, 20 victoires, 5 défaites. Et le but marqué, évidemment, la moyenne baisse un petit peu. Grégory Hacher. Celui qui va m'expliquer, personne sur le plateau, quand je dis celui, c'est en général, qui va m'expliquer que le PSG sera plus fort sans Neymar qu'avec Neymar est un menteur. On l'avait entendu cette histoire, vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand il disait peut-être que ça va ressouder collectivement l'absence de Neymar plutôt que ça. Non, c'est pas vrai. Vous êtes moins bon quand vous n'avez pas le 3e, 4e, 5e meilleur joueur du monde. C'est une évidence, c'est valable pour Messi, pour Ronaldo, pour tous les joueurs de cette trempe-là. Ils sont très peu nombreux sur la planète. Donc sans Neymar, le PSG est évidemment moins fort. Là où ça pose problème en ce début de saison, c'est que ça met surtout en valeur les carences de l'équipe, les carences de l'entraîneur. Et comme le disait Gilles, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'ils jouent sans Neymar. J'ai l'impression qu'ils ont joué plus de matchs sans qu'avec Neymar depuis évidemment quelques temps. Depuis toujours. Oui. Et donc, ce qui pose problème, c'est que tu devrais normalement avoir une empreinte de la part du coach sur un collectif, quelque chose de plus huilé. Là, l'effectif, il n'y a pas de recrues au départ. On est sur des joueurs qui connaissent le Paris Saint-Germain. Tu as le droit de perdre à Rennes, on est d'accord ? Oui. Tu as le droit de perdre à Rennes, parce que Rennes est une bonne équipe, parce que tu es qu'en août. Là où on est surpris, c'est que le PSG démarrait toujours comme des boulets de canon et en août, il commençait déjà à écraser le championnat. Une fois de plus, je le dis, je le répète, c'est important, tu as le droit de perdre à Rennes, qui est une très bonne équipe française, une très bonne équipe de Ligue 1. Tu n'as pas le droit d'être aussi nul, aussi pathétique et surtout te réfugier derrière Neymar. Non, tu dois avoir normalement déjà plus de certitude. Arnaud, est-ce que les joueurs sont perturbés ? Parce qu'effectivement, on peut supposer que le PSG est meilleur avec un joueur de la dimension de Neymar. Mais est-ce que les joueurs sont perturbés par ce qui peut se passer ? Est-ce que ça a une incidence ? Gêné sans doute. Parce que Gilles l'a dit, il a des amis dans le vestiaire, des connaissances, et puis parce que évidemment, vous avez tous raison, et c'est une évidence, les amis derrière le poste, ils peuvent le dire aussi, quand on n'a pas un joueur de la dimension Neymar, c'est embêtant. Mais, là où moi ça me gêne un petit peu, c'est que ces joueurs-là sont censés avoir une dimension supplémentaire. C'est-à-dire que dans une équipe qui a un joueur majeur et un seul joueur majeur, quand il n'est pas là ou quand il est en instance de départ, etc., forcément, on est tourneboulé. Angers, c'est pas pareil que le PSG, mais à la dimension de Jeffrey Naïdaïd qui s'en va, que tout soit perturbé mentalement et dans le jeu, etc., je veux bien comprendre. Le PSG, ça ne doit pas. Bien sûr que ça vient parasiter, etc., mais normalement, cette équipe qui se veut une des meilleures d'Europe, qui veut le devenir, etc., devrait
pas faire fi de ça, faut pas exagérer, mais en tout cas être prête mentalement et psychologiquement à défendre ses chances, qui est Neymar ou pas, et qui est un transfert ou pas. Ce sont des joueurs qui normalement ont une dimension, y compris psychologique, supérieure à bien d'autres équipes. Et c'est là où moi je me dis, ça explique peut-être certains problèmes que le PSG rencontre en mars et au printemps. Absolument. Écoutons Thomas Tuchel, justement, là encore interrogé hier en conférence de presse à l'issue de la défaite, si justement Neymar était amené à partir du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui se passerait? Il ne va pas sortir sans recrutement. C'est pas possible. On peut pas, si on perd Neymar, on peut pas perdre son recrutement, c'est clair. Et s'il est là, voilà, on a un joueur qui peut gagner 1 contre 1. Et quelquefois c'est nécessaire. Il est dans son rôle, là, Gilles, Thomas Tuchel, de dire, bon, si Neymar était amené à partir, déjà il ouvre la porte, il va falloir qu'on recrute. De toute façon, oui, non, mais ça c'est... Mais qui Ça, je sais pas, on a entendu beaucoup de noms. Je sais pas, Coutinho devait venir. Oui, a priori, c'est réglé, là. L'échange était fait. Hein. Le vol a été détourné. Donc déjà, Coutinho il a signé au Bayern en prêt. Non, mais le problème, c'est très compliqué. Le départ de Neymar est très compliqué. La suite de Neymar va être très compliquée. Et la suite de Tourelle au Paris Saint-Germain va être très compliquée également. Parce que là, il a l'air... là, c'est la première fois où je le vois un petit peu pédaler dans la choucroute. Il sait pas quoi nous dire. Les joueurs, il les a quand même. Il a quand même que des internationaux, faut pas l'oublier. Hein. On prend tout l'effectif complet, c'est que des internationaux. Donc hier, il n'a pas su répondre qu'il soit mené 2-1 à Rennes, c'est pas dramatique. Hein. C'est des matchs de début de saison, c'est pas grave. Mais la dernière demi-heure du Paris Saint-Germain, quand ils sont menés 2-1, c'est pas la marque d'une équipe qui est bien dans ses baskets. Ça compte combien il y a d'arrêts en face? Très peu, trop peu, il n'y en a pas. Il n'y a pas une occasion, il n'y a pas une occasion où ils vont. Si tu tapes 4 fois le poteau, il y a 6 arrêts de gardien. Bon là, justement, c'est quelque chose qui dépasse Neymar. Quand on voit par exemple Kylian Mbappé qui veut jouer dans l'axe et qui là se retrouve dans cette position-là et qui fait ce match-là en difficulté, ce qui se reproduit finalement souvent dans des situations un peu où son équipe est dans le dur, ça peut aussi poser question finalement. Et c'est pour ça que ça ne se réduit pas à l'absence de Neymar. Et comment ça se réduit pas à l'absence de Neymar? S'il y a 2-1 hier, tu as Neymar sur le terrain à une demi-heure de la fin, est-ce que tu penses que Neymar peut faire basculer le match ou pas? Oui. Bah alors donc, il n'en demeure pas moins que le visage collectif, il est quand même... Mais l'usage collectif, on le connaît. Tant que tu feras jouer Cavani dans l'axe et Neymar le long de la craie, déjà les trois, ils ne sont pas entendus quand ils étaient ensemble. Ils ne jouent pas le long de la craie. Ils jouent pas. Non, mais là, hier, tu as bien vu qu'ils se marchent dessus. Neymar, Mbappé, pardon. Mbappé. C'est du foot fiction. Si Neymar il est là, ça s'envoie, tout ça. Mais exactement. Mais le problème, il vaut mieux jouer avec Neymar que sans Neymar. Oui, pas Messi jouait pas à Barcelone le premier match. Non, ils ont perdu Barcelone. Ils ont perdu 1-0 contre Bilbao. Voilà, sans avoir une occasion. La petite musique qu'on a quand même largement entendue la saison dernière, avec notamment cette finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, c'était que la force de ces équipes-là, c'était plutôt le collectif et qu'on n'avait pas forcément besoin d'individualité. Et là maintenant, on nous dit l'inverse. Mais non, si on est complètement... On peut pas gagner contre Rennes sans lui. Les stats, les chiffres, les matchs, tu leur fais dire ce que tu veux. J'ai juste que la finale de l'an dernier, c'est une finale exceptionnelle. Normalement, en finale, tu as toujours un des plus grands joueurs du monde qui t'a emmené jusque-là. Là, l'an dernier, c'était pas le cas. Donc oui, on verra cette année si ça devient effectivement quelque chose de plus évident et quelque chose qui se répète. Mais moi, je suis persuadé, et je le dis, Messi, Ronaldo, Neymar, n'importe qui, si tu les as, t'es forcément plus fort, et même en début de saison. Donc est-ce que ça plombe le vestiaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui? Forcément. Mais est-ce qu'il devrait avoir des réponses collectives à ça? Oui, et elles n'y sont pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Greg, ton raisonnement, il ne vaut que parce que c'est le Real qui en a gagné 3 de suite et qui avait Cristiano Ronaldo. On peut pas en faire généraliser. Oui, mais en face, il n'y avait pas un joueur qui avait amené l'équipe pour gagner. Jusque-là. Je te parle pour gagner. Oui, d'accord. Enfin, sur une finale, c'est quand même autre chose. Tu es en train d'expliquer qu'il faut un joueur extraordinaire, hors de l'ordinaire, pour aller gagner la Ligue des Champions. Sauf je te dis que ça aide grandement. Bien sûr, bien sûr. Sauf que c'est un peu biaisé parce que finalement, le Real Madrid en a gagné 3 de suite et il y a Cristiano Ronaldo. L'Atlético Madrid qui était en face n'avait pas un joueur qui ressortait. Mais ils n'ont pas gagné. Oui, mais d'accord. Non, mais oui, mais tu vois, ça joue peut-être à ça. Nous, on parle de Paris, là. Oui. Donc Paris, il faudrait déjà qu'ils franchissent de nouveau les 8e et puis après les quarts. Mais je suis d'accord. On en est. Je dis juste qu'avec Neymar, c'est pour te dire qu'avec Neymar, il sera plus fort. Oui, mais... On a l'impression que de dire ça, c'est un gros mot, alors que c'est juste une évidence. Est-ce que ça pose problème aujourd'hui? Ça pose problème parce que ça montre que derrière, ça n'a pas suffisamment bien bossé sans lui. Personne ne se posait cette question contre Nîmes au Parc des Princes où tout s'est bien passé et au parc où il déroule la plupart du temps. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas aussi dans l'adversité. En fait, dès que cette équipe est en difficulté, elle ne sait pas réagir.
Et en fait, on a l'impression que c'est une équipe qui sait parfaitement dérouler son jeu quand il n'y a pas de grain de sable, mais que dès qu'il y a un problème, là, elle n'a pas l'habitude de gérer ça, et tout de suite, elle a tendance à s'effondrer et à ne jamais trouver un deuxième souffle. Donc c'est plutôt ça qui pose question, et ça fait quand même un petit moment que ça dure, et c'est aussi ce qui peut parfois expliquer les problèmes au printemps en Ligue des Champions, parce qu'elle se retrouve dans des difficultés qu'elle n'a pas l'habitude de reproduire. Et exactement, mais c'est pour ça aussi qu'il faut relativiser cette défaite-là, même si elle est inhabituelle. Mais il y a quand même un air qui rappelle que cette équipe-là a du mal dans la difficulté parce qu'elle n'y est pas habituée. Oui, Arnaud, effectivement, c'est uniquement la deuxième journée, mais cette défaite elle symbolise un peu les carences qu'on avait aperçues, les latéraux, le gardien. C'est ce que je vous ai dit en Tout à fait. formule. Mais absolument. Mais après, le PSG n'a pas tout à fait fini son recrutement. Il faut aussi, là on raisonne sur, il manque 2 semaines, hein, vous l'avez dit tout à l'heure messieurs, et c'est vrai, voyons si Neymar reste ou pas, voyons s'il reste, comment ils vont s'en sortir, ça va pas être facile ni pour lui ni pour le club, s'il s'en va, qu'est-ce qui va arriver, enfin voilà. Après, on commencera non pas à faire les comptes, mais en tout cas à faire des prospectives derrière. Mais en vrai, si on est complètement honnête, ce qu'on a vu hier du match, sans enlever le moindre mérite à Rennes, qui a été une très bonne organisation, les joueurs très bien joués, très bien coachés, pas de problème. Ils ont su revenir. Très bien coaché, c'est important. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a juste vu le PSG avec ses problèmes récurrents, c'est-à-dire une organisation tactique un peu floue, sans révolte depuis quelques mois, et ça c'est quand même le problème du coach. Des latéraux pas à la hauteur, en tout cas à droite en particulier, Meunier notamment hier. Là où un gardien qui n'est pas décisif, on y reviendra tout à l'heure, même s'il n'est pas forcément magnifique, responsable. en troisième partie. Voilà, formidable, merci Greg. Et plus inquiétant hier, c'est que normalement celui que tu as nommé comme capitaine de route, que tu as nommé en exemple comme Marquinhos, qui n'est pas bon sur le premier but encaissé, voilà, ce genre de choses. Une fois de plus, c'est que la deuxième journée. Donc voilà, mais sauf qu'hier, tu retrouves les gros défauts du PSG mis en avant. C'est sûrement pas une défaite qui va bouleverser le destin national. On peut toujours dire que le PSG est le grandissime favori du championnat de France. On peut rassurer les gens, je pense quand même. Enfin, oui, même si effectivement Lyon a fait un bon début de championnat, mais on n'en est qu'au deuxième épisode sur les 38. Regardez les unes en Espagne au sujet de Neymar, justement. On n'a absolument pas renoncé. AS et Mundo Deportivo. Donc Neymar au Barça, toujours pour Mundo Deportivo, même si Coutinho a filé au Bayern, c'est pas rédhibitoire. Et pour AS, c'est plutôt la direction du Real Madrid. Gilles, pour vous, ça fait un moment déjà, il peut atterrir au Real Madrid toujours? Je vois pas où il peut atterrir autre que le Real ou le Barça, entre guillemets, s'il atterrit quelque part. Maintenant, j'avais des amis brésiliens à 2h du matin, ils m'ont dit qu'ils étaient à Santos, et ils m'ont dit que la famille Neymar rigolait et qu'ils étaient persuadés qu'il était partant à 1000%. Ce que moi je crois pas. Pour Donc oui, peut-être il peut avoir un prêt pour Santos, mais ce que moi je crois pas, parce que donc ce que vous la dites, difficulté, c'est qu'il y a quand même encore de l'optimisme dans le clan Neymar au sujet d'un départ à Madrid. Au Brésil, ils disent qu'il va partir. Maintenant, ils peuvent se tromper au Brésil. Ils sont pas dans le secret des dieux. Ils sont surtout pas dans la tête de Leonardo, qui a l'air de gérer ce dossier-là plutôt à sa façon. Et je dirais sans cadeau. Sans cadeau et sans état d'âme. Mais s'il s'en va, effectivement, qu'il va falloir qu'il le remplace numériquement par des joueurs. Et des joueurs, il y avait effectivement Coutinho, on en a donc parlé, lui, on n'en parle plus parce qu'il n'est pas là. Dybala, donc on n'en parle pas. Mais c'est de la fiction. Les gens font du mercato de la fiction. Ils pensent qu'on prend celui-là, on le met là, on prend celui-là, on le met là, on prend celui-là. Déjà, il y a le type, s'il n'a pas envie de venir là, il ne vient pas. S'il a 2-3 offres, il va choisir. Qu'est-ce qui est possible de faire financièrement? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui est possible de ne pas faire, on n'en sait encore rien. Au Real de Madrid, on sait que Zidane, c'est pas sa principale préoccupation. Au Barça, moi, depuis le début, je dis qu'ils n'en veulent pas, qu'ils font joujou. Parce que s'ils le voulaient, ils auraient trouvé la solution. Il y a longtemps qu'ils auraient trouvé la solution. Il y a longtemps qu'ils auraient... Donc, ils l'ont pas trouvé. Donc, c'est qu'ils n'en veulent pas. Donc, voilà. Donc, on est là, dans un étang où on s'enlise de jour en jour. Gilles, il vient de dire un truc très important. On ne fait pas ce qu'on veut, etc. Ouais. Les joueurs non plus. Non plus. Parce que Neymar, il veut s'en aller, mais il y a un contrat, il coûte de l'argent. Le Barça, moi, je suis entre les deux. Je pense qu'ils font un peu mumuse avec le PSG. Mais d'un autre côté, s'il y a une opportunité, pourquoi pas? Sauf que les poches, elles sonnent un petit peu creux. Et du côté du Real, on le sait... Ah oui. Et du côté du Real, on le sait, c'est pas la priorité de Zidane, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'aime pas tout le cirque qu'il y a autour. En plus, ça remettrait un petit peu en question son vestiaire. 3-5-2, là. Et puis son vestiaire, exactement. Et donc, le Real n'a pas envie de se griller non plus avec le PSG. Parce qu'il y a un autre coup après, si vous voyez ce que je veux dire.
l'ami Kiki pour dans 1 an ou 2 ans. Donc, Kylian si Mbappé. ça va être mal avec le Real, ça sera compliqué l'opération d'après. Et les relations entre présidents sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre Pérez et Nasser Al-Khelaifi, et C'est Pérez très bon. travaille énormément avec le Qatar de par son entreprise privée. C'est absolument pas la même chose On va que rappeler la qu'il est guerre dans avec le BTP. Bartomeu. Il est dans le BTP. Deuxième mondial. Voilà. Donc autant vous dire qu'il y a ça va encore plus loin derrière avec le Real et que quand on vous parle d'amitié et de bienséance entre les deux, c'est beaucoup plus vrai qu'avec Bartomeu. On referme donc ainsi le dossier Neymar et on va continuer à parler du Paris Saint-Germain. Ce sera en 3e partie au sujet de Alphonse Areola qui a montré peut-être quelques limites hier. Maintenant, c'est à présent l'heure du contrat par contrat, le premier. Allez, on va prendre la direction de la Côte d'Azur avec les Niçois qui sont actifs, en tout cas qui cherchent des joueurs et notamment Adam Ounas, info France Football, signé Nabil Djellit. Adam Ounas, priorité de Nice, donc l'international algérien, vainqueur de la CAN, faut-il le rappeler, âgé de 22 ans, qui est la priorité de Nice. Le joueur, lui, de son côté, attend de savoir si Lozano, le joueur du PSV, va arriver à Naples et ainsi son avenir serait peut-être plus ou moins bouché. Donc on attend dans les prochaines heures. La question elle est toute simple. Est-ce que Nice a raison de se positionner sur Adam Ounas, contrat ou pas contrat, du point de vue de Nice? Contrat. 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 Gilles. Non, parce que je trouve que vous connaissez ma vision des choses de ces jeunes joueurs qui s'en vont tout de suite à l'étranger parce que l'herbe est plus verte. Le seul problème, c'est que quand ils vont à l'étranger, ils reviennent très vite. Et la preuve, Ounas en fait partie. Il était ça à Bordeaux. Ça fera encore un de plus qui va rentrer. Lafond. Voilà, tous autant qu'ils sont, il va revenir. Et je pense que Nice est un très bon club pour lui pour pouvoir rebondir. D'abord, il aura un bon environnement, il aura un coach qui aime bien les jeunes, qui fait progresser les jeunes. C'est parfait pour lui. La seule chose, c'est qu'il se mette la cervelle droite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que le football, il sait y jouer, mais la cervelle, Bon, quelquefois, il est bercé près du mur. Bon, voilà. Gilles Favard, plein de mesures. Mais oui. Et évidemment, C'est pas la peine. On n'est pas là pour faire de la mesure. Hein. Donc, on dit les choses. Mais Voilà. c'est votre avis en tout cas. Grégory Hacher, Nice a bien débuté le championnat avec 2 victoires. Ouais. Pourtant, dans le secteur offensif, ils ont des besoins. Oui, mais Nice, non seulement ils ont bien commencé alors qu'ils avaient fait une préparation assez cata, limite épouvantable, ils vont surtout devenir les nouveaux riches du championnat et ils vont avoir des moyens que peu de clubs auront finalement. Et je pense qu'en plus, comme ils recrutent intelligemment, si vous mettez de l'argent avec des gens qui savent travailler, ça va faire beaucoup de mal à beaucoup d'équipes françaises. Il n'y en a pas tant que ça qui savent cumuler les deux en France. Donc oui, Ounas, moi, alors sans faire le chauvin de Bordelais avec Gilles en plus sur le plateau, mais il a du talent. Beaucoup de talent, il n'a pas su. C'est vrai son départ avait un peu surpris. Il faut être honnête. Il n'a pas su exploiter tout son potentiel. Il n'a pas joué tant que ça en plus à Naples. Alors voilà, le truc c'est quand vous partez aussitôt et que vous jouez pas autant, ça reste aussi un pari. Mais si vous achetez le talent, a priori vous vous trompez pas. Oui, puis justement, Ounas, ça correspond aussi au profil de joueur que recherche le GC Nice, parce qu'on se dit, voilà, il y a Ineos qui arrive, le milliardaire, ça va pas non plus être des recrutements galactiques. Non, mais ça 20 va être millions, aussi c'est pas ce qu'ils avaient. oui, mais parce que maintenant ça coûte cher, mais en tout cas, c'est des joueurs jeunes qui peuvent aussi incarner des plus-values plus tard, un peu dans la lignée de Saint-Maximin il y a 2 ans, en fait. Finalement, ils reprennent cette politique-là avec des moyens encore supérieurs, ce qui peut leur permettre d'attirer Ounas, ce qui peut leur permettre d'attirer Dolberg. Hop, on va en parler juste après. Ou Alexis Claude Maurice, enfin en tout cas des joueurs prometteurs qui vont encore mûrir à Nice dans un cadre effectivement favorable. Je suis cette fois-ci d'accord avec Gilles et qui permettent en tout cas de les faire mûrir et pas en tout cas d'acheter des joueurs déjà tout faits et ou trentenaires en tout cas, mais qui peuvent être vendus plus tard. Un petit complément, Arnaud Tulipier, vous intervenez en dernier, je suis désolé. Pas grave. Jusqu'à la place, tout simplement, quand on regarde l'effectif, départ de Saint-Maximin, vous l'avez souligné. Il a en attaque, il n'a pas beaucoup de matériel. Alors, c'est pas le même poste, mais il a quand même fait jouer Loussamba en attaque ce week-end. L'année dernière, il a passé son temps à faire jouer des milieux défensifs, attaquants de pointe. Exactement. Donc, Ounas, il aura le temps et la place pour s'exprimer. Anthony Clément a commencé à le dire, Nice a vraiment besoin de joueurs offensifs. Adam Ounas est un ailier. Dolberg, lui, est un attaquant de pointe et selon le journal L'Équipe, il est proche donc de l'OGC Nice. Il a 21 ans, Kasper Dolberg, et le montant est estimé à plus de 20 millions d'euros pour l'attaquant Dolberg. Est-ce que Nice a raison de choisir Kasper Dolberg pour jouer à la pointe de son attaque, contrat ou pas contrat? Contrat. Contrat avec une petite interrogation. Ok. Contrat.
contrat. Allez, on commence par Arnaud Tulipier cette fois. Ça peut paraître beaucoup, un petit peu plus de 20 millions d'euros, mais on va rappeler deux choses. C'est que, un, les clubs néerlandais vendent toujours très très bien et assez cher. Et deuxième, Dolberg, il y a, allez, on va dire 2-3 ans, il était annoncé comme un monstre, un gars qui allait tout casser. Alors certes, je vois arriver Anthony qui va nous dire que voilà, la dernière saison n'a pas été terrible, mais c'est quelqu'un qui a quand même du potentiel. Toujours dans le même profil de un gars jeune qui peut faire une plus-value plus tard, mais qui peut apporter beaucoup. Je pense que Dolberg, ça serait un super coup. Pourquoi, Anthony, il y avait une petite réticence? Oui, parce qu'il y a 2-3 ans, effectivement, toute l'Europe s'affolait sur Dolberg, beaucoup moins cette année. Il sort d'une saison très délicate. Il est passé même derrière Huntelaar dans la hiérarchie à l'Ajax. Il s'est blessé, donc il y a des interrogations. C'est quand même un très jeune joueur. Quand des jeunes joueurs enchaînent des blessures comme ça, peut quand même y avoir aussi un petit doute. Il va arriver avec un statut qu'il connaît pas aussi à Nice, un championnat différent et avec beaucoup de pression parce que justement, il y a pas de concurrence à Nice, mais il va justement devoir être à la hauteur parce que c'est lui qui va porter vraiment les ambitions très élevées du gym. Donc c'est quand même, il passe d'un monde à l'autre. Il y aura lui pas forcément beaucoup de temps pour vraiment faire ses preuves parce que même s'il n'y a pas de concurrence, il faudra vite que ça marche. Donc il y a quand même cette petite interrogation là, mais c'est évident que c'est une belle piste et que Nice arrive déjà à conclure des pistes comme ça valide le projet. Gilles? Comme je dis toujours, les attaquants sont des tardifs. Dolberg a très bien débuté, il a une saison difficile. Je suis pas inquiet, ils vont le remettre droit. Je pense qu'à Nice, ils vont très bien travailler. Ils sont assez complémentaires les uns les autres, entre la doublette Vieira, Grimandi et de l'autre côté Fournier. Ça va très bien travailler. Ils vont faire les 3-4 ajustements qu'il faut. Puis ils termineront dans les 5 premiers sans l'ombre d'un problème. Adil Rami dans le viseur de Fenerbahçe, récemment libéré de l'Olympique de Marseille, l'ancien défenseur du club phocéen, qui serait courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, on l'a déjà évoqué, mais aussi donc par les Tigresses où joue André-Pierre Gignac, mais donc de sources turques, l'ancien Lillois aussi des touches en Turquie, notamment du côté de Fenerbahçe, qui pense à lui. Attend de savoir si Adil Rami serait intéressé donc par venir du côté du Bosphore. Adil Rami doit-il aller à Fenerbahçe? Contrat ou pas contrat? Non. Pas contrat. Contrat, oui. Contrat. Adil Rami qui a 33 ans, on le rappelle. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne idée, Arnaud? Je sais pas, je vois pas. Il y a un choc culturel là entre Rami d'un côté, là. Je sais pas, il y a quelque chose qui, je trouve, match moyennement. Il a dit qu'il voulait revenir à fond, être affûté pour s'imposer à Marseille. On connaît tous l'histoire, on en a déjà parlé sur ce plateau. Là, se retrouver comme ça dans un environnement où là, contrairement à Dolberg, il va pas être attendu là. Ça va être, ils vont l'attendre carrément sur le tarmac là quand il va débarquer. Va falloir qu'il soit prêt tout de suite. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, Rami. Je suis pas sûr qu'il soit dans des dispositions. Alors certes, il va vouloir se racheter, mais psychologique. Il va falloir qu'il montre tout de suite s'il signe. La pression va être très très importante, peut-être encore plus qu'à Marseille. Grégory, je vous ai vu tiquer un petit peu. Je suis désolé, hein. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est le sel de l'émission. Je suis complètement à l'opposé de ce que vient de dire Arnaud. Au contraire, je trouve que c'est un super, peut-être dernier contrat. Si ça se fait, Fenerbahçe déjà c'est un beau nom qui résonne dans toute l'Europe que tout le monde connaît. C'est pas parce qu'on connaît des joueurs qui signent dans des clubs turcs de plus bas niveau que Fenerbahçe évidemment. Au contraire, il a prouvé qu'il aimait. Il l'a d'ailleurs dit dans des déclarations. Et je pense qu'il l'a quand même suffisamment prouvé sur le terrain. Qu'il aimait les ambiances un peu chaudes, qu'il aimait aller se frotter. Mais il est prêt là? Ouais, mais là il est peut-être pas forcément prêt. Mais s'il a un entraîneur qui est un peu malin, il va lui laisser le temps de revenir. Tu vois, il va pas le mettre sur le terrain tout de suite. Les tournages de Fort Boyard sont terminés. Les tournages de Fort Boyard sont terminés, donc il peut s'entraîner à fond. Moi je trouve qu'au contraire, c'est un mariage qui va très bien dans les personnalités. Parlez pas de mariage avec Rami, ça s'est mal passé. Ouais, il n'y avait pas de mariage. C'est un mariage qui va très bien dans les personnalités, bouillant et bouillant. Au contraire, je trouve que c'est un dernier beau challenge avec une vraie raison sportive et en plus de l'extra sportif dans lequel il pourrait s'épanouir. Non, mais franchement, je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas dit que s'il était arrivé au bout d'une saison où il était en forme avec du rythme, etc., c'était pas un bon. J'ai dit là, les circonstances pour moi ne sont pas favorables. Bon, après, s'il joue contre des attaquants contre Mitroglou, il devrait s'en sortir, non? C'est pas comme s'il arrivait, il venait de faire une saison pleine et voilà que ça. Pour moi. Ça risque. Adil Rami, on le répète, qui a été mis à pied par l'Olympique de Marseille pour faute grave. Et dans les motifs, il y avait notamment un tournage à Fort Boyard, ce qui explique la blague d'Anthony Clément. Gilles, est-ce qu'il a encore envie de football? Est-ce qu'il a encore faim, Adil Rami? Parce qu'en Turquie, on ne peut pas se cacher. Entre ce que vient de dire Arnaud... C'est un homme de synthèse non, mais Arnaud a dit une chose très juste. Il va arriver dans un stade très très chaud.
Il a deux solutions, Rami. Il a 33 ans. Il veut continuer à jouer au football, il faut qu'il se remette à jouer au football. Moi, j'ai jamais été fan du joueur, mais j'aime bien l'homme. S'il n'a pas compris que là, pendant l'année, il a fait le con toute l'année, il n'a pas joué au football, et que ça s'est terminé comme ça se termine, c'est qu'il n'a rien compris. Parce qu'il s'y va là-bas et qu'il fait la même chose, ça va durer 2 mois et demi. Mais par contre, s'il se donne à 100% et qu'il retrouve 80% de son niveau, ils vont l'adorer. Oui. C'est aussi simple que ça. Et c'est sa dernière chance, il a 33 ans. S'il se loupe à Fenerbahçe, c'est fini. Hein. Justement, il a besoin de ce contexte-là aussi. C'est quelqu'un qui aime bien les paillettes, qui aime bien quand c'est chaud. Donc, il a peut-être besoin de ça pour retrouver une motivation. Parce qu'on a parlé de son syndrome après la Coupe du Monde. Enfin, s'il arrive dans un club anonyme, il va pas trouver cette étincelle-là. Donc vraiment, c'est le contexte bouillant. Non, mais c'était la fin de l'histoire. Mais contexte bouillant plus un niveau plus bas du championnat, ça peut lui permettre d'exister. Christian Eriksen veut rejoindre le Real Madrid, d'après The Sun, l'international danois qui est donc courtisé par le Real Madrid. Lui a envie d'y aller. Le tabloïd qui parle d'une offre de 65 millions d'euros pour le milieu de terrain des Spurs, dont le contrat se termine en juin 2020. Et on répète une fois de plus que le mercato en Angleterre est terminé. Les clubs peuvent donc vendre, mais il n'y a pas la possibilité d'acheter, donc de remplacer Christian Eriksen. Est-ce que ce serait un bon choix pour le Real Madrid? Est-ce qu'ils ont raison d'offrir potentiellement un contrat ou non à Christian Eriksen? Pardon. Non. Pas contrat. Pas contrat. Non plus. Contrat. Contrat. Pas contrat. Pas contrat. Anthony Clément, vous êtes en minorité. Là, ce serait quand même une pierre dans le jardin de Zinedine Zidane qui veut Pogba depuis le mercato. Et là, c'est pas tout à fait le même profil, mais c'est un milieu de terrain aussi. Oui, il y a un principe de réalité qui fait que si vous pouvez pas prendre Pogba, vous pouvez aussi avoir besoin de vous renforcer. Eriksen a montré à Tottenham qu'il pouvait quand même être assez polyvalent au milieu. Il peut rendre bien des services aux meilleures équipes. Donc ça reste quand même un joueur qui a le niveau pour s'imposer au Real Madrid. Et le recrutement du club pour l'instant n'est pas vraiment à cette hauteur-là. Il y a Hazard, mais il leur manque. Alors c'est pas un galactique comme Neymar ou Mbappé, mais ça fait quand même partie des joueurs qui peuvent enrichir l'équipe au milieu, là où Zidane a des besoins. Alors dans un monde idéal, Pogba, ça serait parfait parce que c'est celui que l'entraîneur veut, mais il est peut-être temps de chercher des plans B. Eriksen peut en être un. Ça fait longtemps qu'on parle d'Eriksen sur le départ à Tottenham. Il a aussi failli rejoindre Manchester United. D'ailleurs, ça aurait bien arrangé le Real parce que ça aurait ouvert la porte pour Pogba, mais ça peut peut-être aussi se faire dans ce sens-là. Grégory Hacher, est-ce que c'est le profil de joueur qu'il manque à cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain? J'aime bien le joueur, mais le truc, c'est que 60 millions d'euros pour une année de contrat, c'est ça, vous avez dit 2020 C'est ça. Bertrand, ça me paraît très cher. Vous allez me dire, c'est pas mes sous, c'est pas le